Mais prenons un exemple tout bête, genre un enfant en bas âge qui est dans sa chaise haute. Ouais. Il a sa tasse devant lui et paf, il la lâche par terre juste pour observer ce qui se passe. Le fameux test de la gravité pour les parents, oui. C'est exactement ça. Et en fait, sans avoir jamais ouvert un manuel de physique ou étudié la moindre équation, cet enfant, il développe une intuition super forte de la gravité, du poids des objets, de la dynamique. Il se forge ce qu'on appelle en sciences cognitives un modèle mental. Voilà, un modèle mental des lois de la physique. Et c'est exactement le point de départ de notre émission d'aujourd'hui. Parce que cette capacité d'intuition physique, c'est vraiment le Graal que l'avant-garde de la recherche en intelligence artificielle essaie de donner aux machines. C'est un défi colossal, oui. Et pour ceux qui nous écoutent, notre mission aujourd'hui, c'est de décrypter une publication qui est majeure, franchement. Ça s'appelle le World Model, ou le WM. Ouais, une équipe brillante derrière ça, avec notamment Lucas Maes, Quentin Lelide et Yann Lequin, bien sûr. Bien sûr. Alors, avant d'entrer dans le dur de l'analyse d'aujourd'hui, c'est quoi l'idée d'un world model? Un modèle du monde. En gros, c'est pas juste apprendre à une IA à répéter des trucs, c'est lui faire comprendre comment notre monde physique fonctionne. Exactement. Et le défi technique derrière cette publication de l'EWM, c'est fascinant. Ah bah carrément. Pour que ces modèles du monde deviennent viables, pour qu'ils puissent anticiper les conséquences d'une action, genre pousser un bloc, il faut surmonter des obstacles de stabilité. Ce que cette équipe a réussi à faire, c'est de concevoir un système qui planifie 48 fois plus vite que les modèles précédents. 48 fois, c'est pas une petite marge, quoi. Non, c'est énorme. Et le tout en gardant une architecture tellement optimisée qu'on peut l'entraîner sur une seule carte graphique, un seul GPU standard en quelques heures. Ce qui est une révolution quand on connaît les exigences matérielles astronomiques de l'IA moderne, où il faut souvent des fermes de serveurs entières. Bon, décortiquons tout ça. Allons-y. Avant de fêter cette victoire technique, il faut qu'on regarde le plus gros problème que ces modèles rencontraient jusqu'à présent. Le grand méchant de l'histoire, c'est ce qu'on appelle l'effondrement de la représentation. Ouais, le problème de l'effondrement, en fait, c'est intrinsèquement lié à la manière dont le modèle traite l'image. L'architecture de base ici, c'est une approche de type GEPA. Joint Embedding Predictive Architecture, pour les intimes. C'est ça. Et l'idée forte de GEPA, c'est d'abandonner la prédiction de l'environnement pixel par pixel. Parce que si tu demandes à une IA de deviner chaque pixel du futur, tu la forces à calculer des trucs totalement inutiles. Genre quoi? Imagine le frémissement d'une feuille dans un arbre en arrière-plan ou juste le reflet de la lumière qui change sur une vitre. C'est du bruit de haute fréquence. D'accord, c'est du calcul gaspillé pour rien. Totalement. Donc l'approche GEPA, elle fait quoi? Elle oblige le modèle à prendre ce qu'il voit et à le compresser dans un espace mathématique résumé, ce qu'on appelle un espace latent. Ouais. Et le modèle ne fait ses prédictions que dans cet espace compressé, sans s'occuper des pixels exacts. Ok, l'idée est super logique, mais c'est là que le piège se referme en fait. J'ai une analogie pour notre auditoire. Vas-y, je t'écoute. C'est un peu comme un étudiant super paresseux qui passe un examen à choix multiples. Si le prof le note juste sur ses bonnes réponses et que cet étudiant veut minimiser son effort intellectuel au maximum, il va juste cocher la réponse C à absolument toutes les questions. Ouais, c'est exactement ça le concept d'effondrement. Voilà. Le modèle d'IA fait pareil. Il décide que, quelle que soit l'action qu'il fait, tous les états futurs possibles sont identiques. Il compresse toute la complexité du monde en un seul point mathématique. Il répond C à chaque frame en quelque sorte. C'est ça. Du coup, son erreur de prédiction tombe à 0. Il a 20 sur 20 à l'examen, mais il a strictement rien appris sur la physique du monde. Il a triché, quoi. Et cette triche, cette annulation de la variance des représentations, ça a empoisonné les chercheurs pendant des années. C'était vraiment le mur sur lequel tout le monde butait. Complètement. Et pour empêcher ça, les équipes avant le WM utilisaient des rustines d'une complexité, décourageante, quoi. Par exemple, le modèle PLDM. Ah oui, l'usine à gaz. C'est le terme. PLDM essayait d'éviter l'effondrement avec une fonction de perte, une loss, qui avait 7 termes mathématiques distincts. 7 termes. Juste pour dire à l'IA, ne triche pas. Voilà. Et pour équilibrer ces 7 termes, il fallait régler 6 hyperparamètres différents. Mais attends, régler 6 variables continues, concrètement, ça veut dire faire une recherche en grille. Et le temps de calcul pour ça, il augmente de façon polynomiale, non? C'est ça, à la puissance 6. C'est du O de N6. C'est un enfer absolu. Les chercheurs devaient passer plus de temps et cramer plus de courant à calibrer les réglages de la machine qu'à vraiment entraîner l'IA sur la tâche. Et comme le coût computationnel était prohibitif, d'autres équipes ont tenté une autre technique, DINO-WM par exemple. Eux, ils ont carrément contourné le problème.
Ouais. Leur solution, on gèle l'encodeur visuel. Ils ont pris un modèle de vision gigantesque, pré-entraîné sur des millions d'images genre DINO-V2, et ils l'ont verrouillé. Comme ça, l'espace de représentation ne peut pas se contracter, donc l'effondrement est impossible. D'accord, mais c'est un pansement, c'est pas une vraie solution. Parce que si on gèle la perception visuelle de l'IA, on perd tout l'apprentissage de bout en bout. Exactement. Si l'IA doit manipuler un nouveau bras mécanique ou une texture bizarre qu'elle a jamais vue, elle peut pas adapter ses premières couches de vision. Elle reste coincée avec sa base de données générale qui est pas du tout optimisée pour la tâche en cours. C'est pour ça que l'approche de Lewin marque vraiment une rupture. Ils ont pris toutes ces usines à gaz, ces astuces de gel d'encodeur, et ils ont tout balayé. Et ils reviennent à une élégance assez dingue. De ce que je comprends, ils n'utilisent plus que 2 règles. 2 règles, oui. Une fonction de perte classique pour la prédiction et un mécanisme de régularisation qui s'appelle SIGREG. Et ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont SIGREG fonctionne. Alors, CGREG, ça veut dire Sketched Isotropic Gaussian Regularizer. Vas-y, explique-nous ça simplement. En gros, le rôle de SIGREG, c'est d'être le gendarme de l'espace latent. Il ne dit pas à l'IA comment différencier chaque image une par une, il lui impose juste une règle globale. Toutes les représentations que tu génères doivent former une distribution gaussienne isotrope. Une courbe en cloche, quoi. C'est ça. Une belle courbe en cloche parfaite, mais multidimensionnelle. Et la magie de cette contrainte mathématique, c'est qu'une gaussienne, par définition, ça a besoin d'être étalée, ça a besoin de variance. Ah! Donc si tu forces les données à s'étaler pour faire une belle cloche, l'espace latent peut pas physiquement s'effondrer en un seul point. Exactement. Le design même de la courbe empêche la triche. Ok, mais attends, j'ai une objection là-dessus. Parce que le monde visuel, le vrai monde que le modèle doit comprendre, il est en 3D. Il est super chaotique, imprévisible. Ouais. Mais pour vérifier que les données forment bien cette courbe gaussienne, CIREG utilise le test d'Epps-Pouly. Sauf que ce test, c'est fait pour vérifier une seule dimension, une simple ligne. Comment un test mathématique en 1D peut forcer une IA à comprendre des environnements complexes en 3D? C'est vraiment la question clé, et c'est là que l'équipe a eu un coup de génie en utilisant le théorème de Cramer-Wald. Ah, la fameuse théorie des probabilités? Voilà, ce théorème dit une chose très puissante. Une forme multidimensionnelle complexe est entièrement définie par toutes ses projections unidimensionnelles. C'est-à-dire? Ça veut dire que si tu prends ton espace latent complexe en 3D, 4D ou plus, et que tu le projettes sur des milliers de petites lignes droites aléatoires, Des lignes en 1D, donc? ouais, eh bien si chacune de ces petites lignes passe le test d'Epps-Pouly, c'est-à-dire qu'elle ressemble à une petite courbe en cloche, alors le théorème garantit que l'objet géant multidimensionnel au centre est une gaussienne parfaite. Waouh! Ok, c'est brillant. Pour rendre ça visuel pour ceux qui nous écoutent, c'est un peu comme jouer avec les ombres? Comment ça? Imagine qu'il y a un objet mystère au centre d'une pièce. On l'éclaire avec des milliers de lampes de poche, sous tous les angles possibles. Ok, je vois l'image. Et si chaque ombre projetée sur les murs de la pièce forme un cercle absolument parfait, eh ben la seule conclusion géométrique possible, c'est que l'objet mystère au milieu, c'est une sphère parfaite. C'est une excellente analogie, oui. L'ombre en 1D ou 2D garantit la structure complexe. Donc le modèle teste les ombres. Exactement. Il teste la variance sur des axes aléatoires. Mais il faut juste nuancer un truc. Pour l'IA, ces ombres, c'est pas des objets solides, c'est des distributions statistiques. En faisant ça, on s'assure que la variance des états physiques de l'IA est bien répartie, ce qui force le réseau de neurones à vraiment encoder la richesse continue de la physique, sans tricher. Et le bénéfice direct de ce choix mathématique est ouf. Parce que comme cette méthode est hyper stable, l'ELM n'a plus besoin d'un encodeur énorme. Ils utilisent un petit VT-Tiny de seulement 15 millions de paramètres. C'est minuscule comparé aux standards actuels. Mais carrément. Et surtout, bye bye l'enfer des 6 hyperparamètres du PLDM. Il n'y en a plus qu'un seul à régler. Un seul. Le coefficient lambda. Ouais. Le poids qu'on donne à la régularisation SIGREG. L'équipe montre qu'en mettant juste ce lambda à 0,1, le modèle marche sur presque toutes les tâches. Mais ça, c'est une révolution pour la recherche. Ça démocratise l'accès à ces expérimentations. Pas besoin d'être un géant de la tech avec 10 000 cartes graphiques pour tester des trucs. C'est clair que ça ouvre des portes. Mais bon, une architecture élégante, c'est bien beau. Il faut voir ce que ça donne sur le terrain. Sur le terrain, justement, c'est là qu'on arrive au fameux 48 fois plus vite en phase d'inférence pour la planification.
Ouais, par rapport à l'approche avec Dino V2. Et pourquoi il est si rapide? Parce qu'il modélise la dynamique du monde avec 200 fois moins de tokens visuels. C'est comme s'il avait résumé le manuel de physique en quelques puces essentielles au lieu de lire tout le bouquin à chaque fois. Exactement. L'espace de recherche pour trouver la bonne action à faire est tellement réduit que l'IA prend ses décisions à une vitesse hallucinante. Ok, il est rapide, mais est-ce qu'il est bon? Ben, prends le test push-T. Ah oui, l'environnement où l'IA pilote un genre de bras pour pousser un bloc en forme de T vers une cible. C'est ça. Le WM ne fait pas que devancer les autres en vitesse. Il explose le score du PLDM avec un taux de réussite supérieur de 18%. Et il bat même Dino WEM. Attends, il bat Dino WM alors que ce dernier trichait un peu, non? C'est là que c'est fort. Dino WEM avait accès à des capteurs proprioceptifs dans ce benchmark. Son réseau recevait directement les coordonnées exactes des articulations de son bras robotique virtuel. Il savait exactement où étaient ses membres? Ouais. Alors que l'UOM, il a dû tout faire de bout en bout, juste avec des pixels. Il a dû deviner l'état de ses propres moteurs uniquement en regardant l'image abstraite. C'est incroyable. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que malgré ses succès spectaculaires sur des tâches complexes en 3D, il y a un bug dans la matrice. Le fameux paradoxe de l'environnement Two-Room. Oui. L'étude montre que sur le test de loin le plus basique Two Room, où un petit agent doit juste naviguer dans un monde vide en 2D pour passer d'une pièce à l'autre par une porte, l'UEM se vautre. Il sous-performe face à tous ses concurrents, ouais. Mais comment c'est possible? Le truc gère des bras robotiques complexes en 3D avec le test OG Bench Cube, mais il est incapable de passer une simple porte dans un monde en 2D? En fait, c'est pas un bug, c'est la conséquence directe de la rigidité mathématique qui fait la force du modèle ailleurs. Comment ça? L'environnement Two-Room, c'est un système avec très peu d'entropie. C'est un monde hyper plat, sans texture, l'action est basique. Mais souviens-toi de 6 règles. Il oblige l'espace latin à former une énorme cloche gaussienne. Il exige de la variance, il veut des données riches. Voilà. Et imposer cette structure géante à un monde vide, ça crée un conflit. Le prior structurel de Sigreg force l'IA à chercher de la complexité là où il n'y en a pas. Donc utiliser Sigreg pour ce monde vide, c'est comme utiliser un supercalculateur de la NASA pour résoudre un puzzle de 4 pièces. Le modèle pète un câble parce que c'est trop simple. C'est une super métaphore. En cherchant à étirer des données toutes bêtes pour remplir une grande courbe, l'IA finit par amplifier du bruit et elle désorganise ses propres pensées, si on peut dire ça comme ça. Ok, donc la rigueur qui le sauve dans le chaos le condamne dans le vide. C'est tout à fait ça. Mais du coup, ça nous amène à une question plus fondamentale. Le modèle réussit à piloter des robots complexes, d'accord, mais est-ce qu'il exécute juste des commandes comme un bon automate aveugle, ou est-ce qu'il a vraiment compris la physique? C'est la grande question de l'IA, la compréhension mécanique. Et pour vérifier ça, l'équipe a carrément sondé l'esprit de la machine. Ils ont utilisé des sondes linéaires, c'est ça? Des probes? Ouais. L'idée, c'est de brancher un tout petit modèle de régression très simple directement dans les représentations de l'espace latent pour voir si on peut y lire les vraies coordonnées des objets. Et résultat? Ils ont pu extraire les positions X et Y exactes et même les angles de rotation des objets juste à partir de ce condensé mathématique. Attends, vraiment? Donc l'IA n'a pas juste appris des statistiques de pixels, elle s'est recréé un véritable moteur physique en interne avec les vraies coordonnées géométriques. Exactement. Et ça va plus loin avec la dynamique temporelle. L'étude montre un phénomène naturel qui s'appelle le redressement temporel. C'est quoi ça encore? Quand le DWM imagine les actions futures, les trajectoires de ses pensées dans l'espace latent deviennent toutes seules des lignes droites. Les chercheurs n'ont pas codé ça, c'est apparu tout seul. Donc l'IA transforme une trajectoire courbe et compliquée dans le vrai monde en une belle ligne droite dans son cerveau mathématique pour calculer plus vite. Voilà, et biologiquement, c'est très proche de la façon dont le cortex visuel humain fonctionne. Ça prouve que le modèle a pigé la conservation du mouvement. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Comment on est sûr à 100% qu'elle comprend? C'est là qu'intervient l'expérience ultime de la publication, le test VOE. Violation of expectation, oui. La violation des attentes. Ce qui est dingue, c'est que c'est un test emprunté à la psychologie des nourrissons, non? Totalement. C'est comme ça qu'on étudie les bébés, on leur montre un truc normal, et soudain on fait un tour de magie qui brise les lois de la physique pour voir s'ils sursautent. S'ils bugent devant le truc impossible. C'est ça. Ils ont fait la même chose avec le LMOM. Ils ont pris une vidéo d'un objet qui se déplace normalement, et ils ont rajouté 2 anomalies artificielles. Ok, scénario 1. L'objet change brusquement de couleur en plein vol. Bon, surprenant visuellement, mais ça casse pas la géométrie de l'espace. Et scénario 2.
L'objet se téléporte. Il disparaît ici et réapparaît là-bas instantanément. Une rupture totale de la cinématique. Et comment on mesure la surprise d'une IA? On regarde son erreur quadratique moyenne, le MSE, son taux d'erreur de prédiction interne, en direct. Et alors, les chiffres disent quoi? Face au changement de couleur, l'erreur augmente à peine. Le modèle fait un genre de « Ah, tiens, la texture a changé », mais il reste zen sur la dynamique. Par contre, au moment de la téléportation, L'erreur explose. littéralement, la courbe crève le plafond, le modèle est incapable de prédire cet événement, son système s'effondre parce que c'est physiquement impossible. Il est mathématiquement choqué, quoi. C'est exactement le terme. Et si on relie ça à une vision plus globale, c'est la preuve ultime de l'intuition physique. Si l'IA ne faisait que suivre des blocs de pixels changeants, une téléportation aurait généré la même petite erreur qu'un changement de couleur. Ouais, un pixel qui change, c'est un pixel qui change. Voilà. Mais le fait que l'erreur explose spécifiquement sur la téléportation prouve que CY a forcé le modèle à intégrer le concept de continuité spatiale. Pour aller du point A au point B, tu dois traverser l'espace au milieu. Quand ça n'arrive pas, le modèle bug. C'est fascinant. Bon, on arrive à la fin de cette exploration, et si on récapitule un peu pour notre auditoire, ce qu'on retient de cette publication sur le web, c'est d'abord l'élégance absolue de cette solution CY. Une simple courbe de Gauss pour combattre l'effondrement. Exactement. Et ça permet de démocratiser l'IA parce qu'on n'a besoin que d'un seul GPU, il n'y a plus qu'un seul hyperparamètre à régler, et à l'arrivée, on a un modèle 48 fois plus rapide pour planifier des tâches complexes, et qui est même capable d'être surpris par de la magie physique. Ce qui balise vraiment la voie pour les futurs robots du monde réel. Mais, tu sais, la défaillance du modèle dans l'environnement tout simple de Two Room, ça m'inspire une réflexion plus philosophique pour conclure. Ah, je t'écoute. On a vu que ce réseau a besoin d'un niveau minimum de chaos, de désordre, pour bien structurer ses représentations internes. Face au vide, il dysfonctionne. Ouais, il a besoin de matière à penser. Et ça soulève une question vertigineuse sur l'intelligence en général. L'intelligence humaine a évolué face à un monde naturel dur, imprévisible, plein de frictions. C'est vrai que la survie, c'est pas un environnement tout room. Exactement. Et si toute forme d'intelligence biologique ou artificielle avait un besoin vital d'être confrontée à de la résistance environnementale pour se développer? Comme si un monde trop simple nous rendait littéralement stupides. Ou dysfonctionnel, oui. Le chaos ne serait pas un obstacle à l'intelligence, mais la matière première indispensable pour qu'elle s'ordonne. C'est une pensée incroyable. Le chaos, moteur de la clarté. Je pense que c'est une excellente réflexion à laisser mijoter pour ceux qui nous écoutent. J'espère que ça les fera gamberger, oui. Merci à notre auditoire d'avoir partagé ce moment avec nous, d'avoir plongé dans ces rouages si particuliers de la machine. Continuez de vous émerveiller et on vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine analyse détaillée.